Salut les amis explorateurs, alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler d'un personnage qui pour ma part m'est assez cher, hein, puisqu'il fait partie de ces quelques personnages qui m'ont amené à faire des expériences vraiment sympathiques dont je vous parle depuis déjà quelques temps. Alors c'est pas n'importe qui ce personnage-là, et évidemment comme toutes les personnes publiques qui viennent exposer des choses qui relèvent un petit peu euh, de, de spiritualité, on va le dire comme ça, même si c'est plus compliqué que ça, il est très controversé, et encore, j'ai même envie de vous dire, peut-être pas tant que ça, c'est ça qui est assez rigolo, parce que c'est quelqu'un, donc là je vous parle évidemment de Mark O'Byrne, hein, vous l'avez compris, vous l'avez vu. Mark O'Byrne, c'est un personnage qui est arrivé il y a une dizaine d'années sur la scène internet. Alors, on va donner crédit justement à Internet, à la modernité, parce qu'on va être clair, hein, personne n'aurait sans doute jamais entendu parler de lui s'il était arrivé 20 ou 30 ans avant. Il n'y a qu'Internet qui peut faire émerger des voix comme ça qui sont extrêmement divergentes. Et Mark O'Byrne est quelqu'un de très 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 divergent. Alors évidemment divergent du mainstream global, ça c'est évident. C'est quelqu'un qui va raconter, qui va ramener des choses. Attendez, excusez-moi. Hop, qui va ramener des choses qui sont qui relèvent pour énormément de gens, pour le grand public, du surnaturel. Bon, bah, moi je m'en fiche de ça parce que bah, ça m'intéresse beaucoup. Et puis là où il est encore plus divergent, bah, c'est justement dans le bain néo-spirituel actuel, où on a vraiment le choix, hein. On a vraiment beaucoup de choix dans tout ce qui existe. Que vous alliez voir du côté des voyantes, Geneviève Delpech et compagnie, que vous alliez voir du côté des gens qui vous racontent des histoires paranormales, comme Elisabeth de Caligny, bah après, ce que ces gens vous racontent, vous en faites ce que vous voulez. Il y a sans doute énormément de choses fantasmées, de choses qui relèvent de la fiction dans tout ça. Bah après, c'est pas le problème, c'est pas très grave, parce on a aussi le droit de rêver, on a aussi le droit tout le monde a le droit aujourd'hui de se sortir un petit peu la tête de la politique étouffante, de tout ce qu'on entend, parfois aussi du quotidien qui est pas facile pour tout le monde, qui est plein d'angoisse, plein d'anxiété, etc. Donc voilà, faut rêver, et je pense que ces gens nous amènent bah, d'autres angles de vue sur le réel, des choses ok qui sont un petit peu dans le fantasme, mais pas forcément que d'ailleurs dans le fantasme, il y a sans doute des choses à prendre aussi. Enfin en tout cas, moi je défends ces voies-là. Vous pouvez même aller sur BTLV ou voilà, là pour le coup c'est très grand public. Et vous allez entendre parler bah, des fantômes. C'est marrant, ça fait presque ringard en fait de parler des fantômes. On parle plus tellement maintenant de choses comme ça fait très années 90. Aujourd'hui, je pense que les gens qui sont plus à la pointe de ces questions-là, ben, ils travaillent sur la conscience simplement. Ce qu'ont fait à l'époque déjà les grands psychologues et grands psychanalystes, Carl Jung le premier, c'est travailler bah, sur la conscience, quoi. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le réel, comment est-ce qu'on crée du réel, est-ce que notre conscience crée du réel, est-ce qu'on est simplement un réceptacle d'un monde qui existe bien, qui existe en dehors de nous, hein, indépendamment de nous. Bon, c'est des questions que les philosophes ont soulevées aussi depuis très longtemps. Et ce qui est certain et ce qui est sûr, c'est que bah on a à peu près un corpus de philosophes qui remonte à peu près à 3000 ans. Allez, au-delà, c'est un peu perdu. Et sans doute qu'il y avait des philosophies extraordinaires aussi avant, d'ailleurs, bien avant. Euh, y a pas, personne n'est tombé sur une vérité, on est bien d'accord. Évidemment, vous avez toujours un religieux qui va vous dire moi j'ai raison et moi je suis la finalité absolue de la philosophie de la vie et je sais ce que c'est la vie et la mort et on arrête de discuter, j'ai raison. Bon, ça vous le trouvez dans toutes les idéologies religieuses qui existent évidemment, jusqu'aux plus obscures sectes les plus délirantes et les plus dingos.
Il y en a moins aujourd'hui, c'était plus le cas dans les années 90. 2000 aussi d'ailleurs. Là, bon, ça s'avère que ça s'est calmé un petit peu. Mais vous savez, juste, je finirai là-dessus pour ce point-là, quand vous prenez la dianétique des scientologues, donc la Bible entre guillemets des scientologues, c'est tout autant délirant que l'idéologie de Raël, qui, je vous rappelle, Raël se considère comme un contacté par les extraterrestres, comme plein d'autres. Bon, bah, la différence, c'est que Raël, il a fait sa boîte, sa PME à lui, pour se payer des bagnoles de luxe. Bah, grand bien lui fasse. Bah, manifestement, il y aurait eu un peu de casse au niveau moral dans ce qui s'est passé. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une secte. Fatalement, c'est fermé, il se passe des choses. Mais si vous prenez la scientologie, c'est exactement la même chose. Par contre, c'est organisé, c'est installé, c'est une religion officielle aux États-Unis, il y a des millions de membres. Mais si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que la base idéologique, elle n'est pas plus folle chez les scientologues que chez Raël ou que chez n'importe quel autre gourou, en fait. Ça part de la même chose, quelque chose d'un peu délirant. Bon bah moi aujourd'hui je vous présente un peu le personnage de Mark O'Byrne. Alors je tiens à vous dire que je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas et que j'ai pas de conflit d'intérêt avec lui évidemment, j'ai pas d'intérêt particulier à faire sa publicité. Il n'a pas besoin de moi, on va être bien clair là-dessus aussi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous parlais il y a quelques épisodes de Houssen, donc avec sa chaîne Astralflix. C'est sur lui que je tombe en premier, évidemment. Houssen, je ne sais pas s'il se rend compte de là où il est, de l'influence qu'il a eue sur pas mal de gens pour ce qui est du sujet spécifiquement de la sortie de corps et de tout ce qui s'y rapporte, parce qu'on ne peut pas résumer ça, de la sortie de corps, c'est trop vaste. Mais en tout cas, Houssen, c'est vraiment le premier sur qui je tombe. Astralflix, boum, il m'explique des trucs qui me paraissent, moi, cohérents, mais qui sont encore à expérimenter. Parce que pour ma part, oui, quand j'étais très jeune, je faisais des rêves très lucides où je volais et je sautais très haut par-dessus les maisons, etc. Je me suis toujours évidemment demandé dans quelle mesure c'était des expériences qui relevaient totalement du rêve, et encore, est-ce que c'est rien de rêver? Je crois pas. Ou alors est-ce qu'effectivement il y avait une sortie de quelque chose et puis des expériences qui se passaient? Bon bah c'est un questionnement qui était déjà présent chez moi, bien sûr. Mais Houssen, lui, il est arrivé avec une forme très sympa, c'est-à-dire vraiment un type qui vous dit, moi je suis pas un intellectuel, moi je lis pas de bouquins, moi j'expérimente des choses, je vis les choses relativement simplement, j'entends, sans suranalyser les choses, d'accord? Ce que personnellement j'ai beaucoup de mal à faire et j'y travaille, mais c'est très important de lever le pied sur la suranalyse et le surmental, et c'est ça qui empêche souvent d'ailleurs de faire des expériences intéressantes, parce que c'est bien le surmental pour faire des études, pour faire des maths, pour travailler, pour être dans la vie, pour être dans le concret, pour avancer, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de lâcher prise et de faire des expériences de type méditative, spirituel, transcendantal ou tout ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez d'ailleurs, et ben là on est sur un handicap, parce qu'en réalité, et là je reviens sur Mark O'Byrne, parce que c'est de lui dont je vais parler dans cet épisode, en prenant comme toujours plein de raccourcis et plein de chemins détournés. Il s'avère que effectivement, ce qu'on expérimente, eh ben on peut pas nous l'enlever. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui vous dit j'ai rêvé de ça, je me rappelle très bien, et bon bah c'était qu'un rêve, bah non, en fait non, c'était pas qu'un rêve. Tu l'as expérimenté. Si vous rêvez lucidement que vous volez, avec vraiment la charge mentale très 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 lucide, je vous garantis que vous aurez expérimenté de voler, et c'est tout. Et il faut arrêter de faire cette distinction entre le monde réel, entre guillemets, bien sûr, et le monde intérieur. Les deux mondes se valent. Dans le doute, évidemment,
moi, je conseille toujours, et je crois que Mark Oburn aussi, je le rejoins là-dessus, même si je le rejoins pas sur tout, mais le monde réel, il existe tout autant que le rêve, et ce qui justifie de ne pas se perdre dans le rêve, et de ne pas privilégier non plus la vie intérieure, et de se retirer de la vie matérielle, de la vie réelle normale, entre guillemets, au profit d'une vie intérieure, de rêve lucide, de sortie de corps, etc. Les deux vies ont vraiment comment vous dire, la même importance, d'accord ? Donc ça c'est un piège, ne jamais privilégier l'une ou l'autre de ces vies-là. Les gens qui vous disent oui mais moi je m'en fiche de tout ça parce que ça change rien à ma vie, bon bah voilà, ils ont rien compris, c'est pas grave, c'est pas de leur faute, ils feront peut-être le chemin plus tard, mais laissez-les tranquilles. Ils sont dans cette erreur-là spécifiquement, eux, ils considèrent que la vie réelle et matérielle est la vie de base, normale, et qu'autour, ce qui peut relever de l'intériorité, c'est secondaire, donc bah, dans le doute, je mets de côté. Mais l'inverse peut être vrai aussi, vous avez des gens qui vont se retirer de la vie réelle et qui vont du coup rater une énorme partie de la vie, en fait, c'est d'expérimenter, parce que consciemment on expérimente beaucoup de choses aussi. Et donc, l'une et l'autre chose ne sont pas souhaitables, hein, d'accord ? L'une et l'autre vie, la vie matérielle et la vie intérieure, qui est matérielle aussi d'ailleurs, ça vous le savez si vous avez expérimenté des sorties de corps, même courtes, hein, même peu, vous le savez, hein, on est toujours sur un plan matériel, c'est simplement qu'on n'est pas sur la même matérialité, et ça, pour le coup, Mark Oburn en parle très très bien, et d'ailleurs il fait dernièrement des très longues conférences qui sont, de mon point de vue, absolument passionnantes. On a dit de lui, à droite à gauche, qu'il y avait des incohérences, qu'il y avait des choses qui se contredisaient, etc. Alors pour ma part, j'en ai pas relevé vraiment. Moi je trouve au contraire qu'on est vraiment sur un discours qui est extrêmement cohérent, et alors il y a deux choses. Déjà le discours est cohérent, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il intervient et qu'il enchaîne. Alors à l'époque il enchaînait des vidéos, des podcasts de 4 heures, 6 heures, parfois plus, hein, je crois, ici et maintenant, je crois que c'était 7 heures. Pour ma part, je ne note pas d'incohérence majeure, hein. C'est même très très régulier, ce qu'il raconte, c'est même très cohérent. Ça, je trouve qu'on ne peut pas lui enlever. Alors, sur le personnage en lui-même, s'il écoute ça, il sera ravi, hein, de voir que je fais cette espèce de jugement sur mon podcast, sans doute, je ne sais pas, bon bref, peu importe. Après tout, c'est un personnage public, on peut bien parler de lui. C'est quelqu'un qui apparemment est considéré comme quelqu'un de très arrogant, très hautain, qui va avoir vraiment un contact soit très froid, il y en a même qui considèrent que c'est un reptilien. Vous me direz, lui-même se considère avoir déjà été un reptilien dans une autre vie, mais c'est tout autre chose. Ça ne fait pas de lui un reptilien dans cette vie-là. D'ailleurs, bon, après, on peut en reparler, hein, de ces histoires de reptiliens, mais bref. Je vais pas partir là-dessus, ça serait trop compliqué, mais quoi qu'il en soit, on a plutôt un personnage qui se présente comme quelqu'un qui est à la fois arrogant et brutal dans sa façon d'aborder les choses. Étrangement, je l'ai jamais ressenti comme ça, en tout cas dans tout ce que j'ai pu écouter de ses interventions, sauf peut-être une fois avec un autre intervenant qui était un peu trop ésotérisant, et c'est vrai qu'il l'a pas loupé, mais je veux dire par là, c'est normal. Et est-ce qu'on n'est pas aussi dans un milieu où c'est un peu une des marques aussi de l'époque, hein, très puritaine dans laquelle on vit, c'est que dès que les gens ne sont pas d'accord et se fritent un peu, ne serait-ce qu'intellectuellement, on a l'impression qu'on assiste à une guerre de tranchées terrible dont l'un sortira vivant et l'autre pas, alors que, on va être clair, il est tout à fait normal de ne pas être d'accord sur certaines choses, d'accord ? Surtout sur ces sujets-là, qui sont d'une complexité extrême.
Et effectivement, Mark Coburn, la marque pardon, de sa pensée par rapport à tout ça, c'est déjà de parler de ce que lui expérimente et non pas de ce qu'il a lu à droite à gauche. Ce que beaucoup de gens font, hein, on est bien d'accord là-dessus, et d'ailleurs c'est pas toujours grave, hein, on peut rapporter des choses de manière très, très correcte et comment dire, propager du savoir qui est purement théorique. Moi ça me choque pas, ça me dérange pas du tout. Bon, lui, il vous dit bien, moi, ce que je vous dis, c'est que je l'expérimente, d'accord? C'est du vécu, c'est des choses que je suis allé vérifier. D'ailleurs, on pourrait constater que quand il sait pas, il le dit, et il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est dans la réelle toute-puissance par rapport à son discours, type, je vous dirais bien, certains gourous hindous, indiens, Sadhguru et compagnie, là je sais pas, peut-être que vous connaissez un peu ces milieux-là. Là, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans une très très lourde toute-puissance et qui vont vous parler de tous les sujets et sans doute qui connaissent que dalle, dont ils connaissent que dalle, et qui ont toujours le discours prêt pour vous parler de quelque chose. Or, il n'est pas certain qu'il l'ait expérimenté, et puis surtout c'est suspect au bout d'un moment, parce que personne ne sait tout sur tout. Personne n'a vous savez, ce mythe de la grande sagesse, voilà, le grand sage à qui on va aller en haut de la montagne demander alors maître, pourquoi est-ce que mes carottes ne poussent pas? Bah, le grand maître, il a jamais fait pousser une carotte, mais il va vous expliquer pourquoi les carottes ne poussent pas. Bon, et 9 fois sur 10, ça sera de la merde, parce qu'il a jamais fait pousser de carottes. Bon, allez, encore une analogie à 2,50 francs, excusez-moi bien, mais au moins on se comprend. C'est pas ce que fait Mark Coburn. Lui, de temps en temps, il vous dit, écoutez, moi ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Mais vous voyez, donc c'est ça, moi, que j'essaye de repérer dans les discours de ces domaines de connaissances. C'est les gens qui sont dans la toute-puissance, qui vont vous dire non mais attends, écoute-moi bien, ça c'est comme ça, c'est pas autrement, je le sais, et en gros le discours d'autorité, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de discours d'autorité qui se basent sur pas grand-chose, et ça je l'ai jamais ressenti de la part de Mark Coburn, et pour moi c'est précieux, c'est quelque chose d'important. Après, est-ce que personnellement je peux le suivre absolument sur tout ce qu'il raconte? Pas forcément, d'ailleurs, alors il y a un point spécifique où ouais, c'est vrai que j'aimerais un jour peut-être en discuter avec lui, c'est sur le point de l'inconscient. Je pense qu'une des immenses révolutions de l'humanité et du XXe siècle, et on a encore relativement peu de recul pour en mesurer vraiment la portée, même si nous aujourd'hui on vit dans un monde qui a vraiment intégré l'idée d'inconscient. Je crois que c'est vraiment une révolution ultra importante, que l'humain se soit rendu compte au début du XXe siècle qu'il n'était pas, comme dit Freud, qu'il n'était pas maître en sa maison, c'est-à-dire qu'il y avait un inconscient à la fois personnel, plutôt freudien, et collectif, plutôt jungien. L'un n'empêche pas l'autre pour moi, et ça change tout pour moi, c'est très 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 important de le comprendre. Bon Mark Coburn, il va vous dire, il n'y a pas d'inconscient. Il n'y a pas d'inconscient, il y a que on est conscient ou on n'est pas conscient. Mais il n'y a pas cet inconscient entre guillemets freudien, mais il n'est évidemment pas que freudien. D'autres y avaient pensé avant et d'autres ont développé ça après, évidemment. Là, il y a peut-être un petit point de désaccord, parce que je vois pas en quoi ce que Mark Coburn expérimente lui-même, soit les sorties de corps, les souvenirs de vie antérieure, etc., se passerait d'un inconscient de la psyché, d'un inconscient fonctionnel de notre esprit, qui fonctionne en grande partie sur des automatismes de désir, de peur, d'angoisse, etc. Pour moi, ça s'oppose absolument pas. D'ailleurs, la vision psychique de l'inconscient, préconscient, conscient, ou le ça, le moi et le surmoi, hein, c'est différent. Ça, dans le temps, ça évolue un peu, mais pas complètement. On est plutôt sur le domaine matériel, d'accord ? On est plutôt sur le fonctionnement matériel de la psyché humaine.
quand vous faites une expérience de sortie de corps, par définition, vous avez une partie de vous, votre conscience, c'est encore à déterminer, tout ça c'est compliqué, mais en gros, soit le corps énergétique, soit la conscience pure, qui se barre, mais comme elle se barre tout le temps quand vous dormez ou quand vous faites une sieste ou quoi, simplement, là vous en ramenez une expérience, vous en ramenez un souvenir. Je ne vois pas en quoi ça empêche d'être, quand vous revenez dans votre corps, d'être à nouveau constitué d'un inconscient et d'un conscient, et d'avoir des pulsions, notamment des pulsions sexuelles, des pulsions d'autoconservation, voilà. Pour moi, ça s'oppose pas, ces deux choses-là. Bon, Marco Byrne, je pense qu'il part de ce principe-là, et là je vous dis ça, c'est un petit truc de boutique, hein, parce que en fait c'est pas le gros de ce qu'il raconte, mais bon, moi ça m'intéresse parce que sur ce podcast je parle notamment de conscience, hein, des phénomènes de conscience, parce que je pense que c'est le centre de tout, et lui aussi, c'est de ça dont il parle, c'est de la conscience finalement. L'idée de base, finalement très simple, qui consiste à penser que nous sommes avant tout une conscience observatrice incarnée dans de la chair, dans de la matière, en tout cas dans ce niveau de matière. Et après, comme il le dit, et c'est très bien dit, et je souscris à ça, une fois que la conscience a choisi son incarnation, entre guillemets, a choisi ses parents, a choisi son setup de naissance, il y a une incarnation qui se passe, et après, il y a comme un fleuve, d'accord ? Après, on est emporté par le fleuve. Et là, on est soumis et on est à nouveau déterminé, notamment par sa génétique, par son corps, par son éducation, par l'apprentissage qu'on fait de la vie par le biais au début de sa famille, de son expérience, et puis plus tard, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et puis, le problème, c'est que lui, d'après, évidemment, ce qu'il nous raconte, il a ses souvenirs d'avant l'incarnation, il a ses souvenirs de quand il était en gestation, il a les souvenirs très très gamins, en gros il se souvient de tout, et même des vies d'avant, peut-être pas toutes d'ailleurs là-dessus, peut-être qu'il dit pas tout, j'en sais rien. Donc forcément, ça le met sur un niveau où il est sans doute tenté de dire ouais, il n'y a pas d'inconscient parce que moi je me souviens de tout, donc si je me souviens de tout, j'ai été conscient de tout, vous voyez. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Le truc c'est ça, c'est que justement le commun des mortels ne se souvient pas de grand chose. Faites juste l'expérience, essayez de vous rappeler hier à une heure à peu près précise ce que vous faisiez, vous allez peut-être vous en rappeler, mais peut-être pas, parce que tout simplement on se rappelle pas tous les moments de sa vie, parce qu'on filtre et parce qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Mais là on est avec quelqu'un qui nous explique qu'il se rappelle de tout. Alors imaginez, ça fait penser chez Frank Herbert dans le cycle Dune, hein, si vous avez lu ça, vous saurez de quoi je parle, de ces enfants qui naissent avec toutes les connaissances, qui naissent en fait déjà adultes, mais en plus avec toutes les connaissances de toutes les vies passées de leurs ancêtres. Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse, je vous conseille ce cycle-là de Frank Herbert, c'est vraiment tout à fait formidable. Chez Marco Byrne, en fait, du coup, il faut quand même reconnaître qu'il se pose comme un humain particulier, c'est-à-dire un humain qui est doté d'énormément de mémoire dont la plupart des gens sont dépourvus. Qui dit mémoire dit pas forcément que les choses n'ont pas eu lieu, c'est simplement, voilà, vous vous en souvenez pas. Est-ce qu'on a un mécanisme de type traumatique qui vient nous empêcher de nous souvenir de tous ces moments d'incarnation, de gestation, de toute petite enfance, etc. Peut-être, peut-être. Disons qu'un neurologue réductionniste, matérialiste, il va vous dire non, mais le mécanisme mémoriel, il est dans le cerveau, comme d'habitude, comme tout le reste. Donc il est normal que tant que le cerveau, la partie mémorielle du cerveau n'est pas formée, on n'ait pas de souvenir. Bon, ok, ça se tient dans un cadre matérialiste. Sauf que quand vous vous retrouvez à 4 mètres de votre lit, que vous voyez votre corps, que vous vous baladez et que vous revenez
Bah, par définition, vous n'étiez pas dans votre corps, mais vous ramenez une mémoire de ce qui s'est passé. Donc la mémoire, elle vient d'où? Elle vient du cerveau, c'est le cerveau qui a fabriqué cette mémoire, ok. Donc c'est une fausse mémoire, donc les gens racontent de la merde. Donc vous voyez un peu la limite, je reviens souvent là-dessus, mais c'est important, la limite de ce paradigme réductionniste pénible. Au bout d'un moment, c'est pénible, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont pénibles. En gros, vous avez compris, hein, la science aujourd'hui, et notamment beaucoup, une branche de la science de la psychologie, considère, de la neuropsychologie hein, précisément, considère que si c'est subjectif, c'est de la merde. Ouais, non, votre expérience, elle est subjective, donc elle peut pas être prise en compte. Nous, on peut prendre en compte que ce qui est objectif, c'est-à-dire cette zone-là de votre cerveau, c'est clair sur notre écran à ce moment-là. Ok. C'est pénible, voilà, moi ça me fatigue, parce que, et ça fatigue beaucoup de monde, parce que ce qui s'allume à un moment sur ton écran, dans le cerveau du mec sur qui t'as mis des électrodes, qu'est-ce qui te fait croire que c'est un émetteur et pas un récepteur? Voilà, tout simplement. Donc, Mark Coburn est bienvenu là-dessus parce que, évidemment, il nous sort un petit peu de cette vision super matérialiste qui, finalement, vise à une chose très simple, hein. Bien malgré elle, hein, je pense, hein, d'ailleurs. Elle vise toujours à vous expliquer, il n'y a pas de mystère, d'accord? Et ça, vous le verrez, essayez de le décrypter, ça, vous le verrez souvent quand vous avez des scientifiques, des chercheurs qui arrivent et puis qui vous disent non, alors là-dessus, par exemple, là-dessus, il n'y a rien, laissez tomber. Oui, c'est le fameux scientifique dont j'ai oublié le nom qui disait, moi, quand j'opère un cerveau, je vois pas d'âme dedans. Voilà, super, alors bravo. Vraiment, je pense que quand ça a été dit, tout est dit, et vraiment, alors là je préfère vraiment 3 kilos de Mark Coburn à 200 grammes de ce genre de scientifique à la mort moelle-neu. Alors je dis pas hein, si le mec est fort pour opérer des cerveaux qui sauvent des vies, qu'il enlève des tumeurs, etc. Il a toute notre bénédiction, mais simplement qu'il nous donne pas son opinion sur des choses qu'il ne comprend pas, sur des choses qu'il ne connaît pas. Oui, il opère un humain, donc oui, il opère un corps d'humain, mais un médecin qui oublie l'aspect subjectif de l'humain qu'il est en train d'opérer, c'est quand même dangereux, c'est quand même quelque chose qui est assez terrifiant, d'accord ? Et là, je vous en parle pas parce qu'ils ont fait passer le droit, entre guillemets, à mourir à peu près dans n'importe quelle circonstance et à peu près comme on veut. Bon, on peut être d'accord, pas d'accord, on s'en fiche, je n'ouvre pas un débat, je m'en fous, c'est comme ça. Mais simplement, ne pas perdre à l'esprit que on est quand même sur le fait de transformer un médecin en bourreau, en quelqu'un qui donne la mort. C'est une révolution copernicienne au niveau de la médecine, c'est terrible. Alors je ne vous dis pas que ça s'est jamais fait, et évidemment que ça se fait sans le dire, et que on pique les gens, bien sûr, quand ils souffrent trop longtemps, quand c'est insupportable. Mais si vous voulez que ce soit officialisé, et que par la loi, vous ne puissiez plus, par exemple pour vos proches, vous y opposer, ça devient compliqué. Quand vous allez voir votre médecin, votre chirurgien pour qu'il vous sauve, moi je trouve ça un peu compliqué de se dire que l'heure d'avant il était peut-être en train de donner la mort à quelqu'un, vous voyez. C'est bizarre, c'est emmerdant, je trouve ça personnellement angoissant, voilà, c'est plutôt angoissant parce que ça déconstruit vous me direz, on est dans l'ère des déconstructions, hein, manifestement, ça déconstruit le rôle même, ça déconstruit l'archétype médecin, quoi, vous voyez. On en pense ce qu'on veut, mais ça fait un peu peur quand même, hein, faut pas se le cacher. Bon comme d'habitude, hein, je fais des super parenthèses et je me perds complètement, donc je vais essayer de recentrer un petit peu mon idée. Donc Mark Coburn, alors c'est quelqu'un, oui, encore une fois, dont vous pouvez écouter beaucoup de choses. Honnêtement, pour moi, c'est toujours passionnant. Alors,
très récemment, un peu plus récemment, là il est en train de révéler plus de choses d'un point de vue de la technique, d'un point de vue de, très clairement, comment s'y prendre pour faire ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qui fait ces choses-là, donc des sorties de corps, de manière volontaire et de manière très répétée, c'est assez fascinant. Si c'est vrai, hein, parce que gardez toujours un petit coin de votre cerveau qui se dit c'est de la merde, ces gens racontent n'importe quoi. C'est très bien, c'est sain de penser comme ça. Mais peu importe. Comment ce mec-là fait-il? Comment procède-t-il? Comment ça se passe en fait concrètement? Voilà, c'est ça qui m'a toujours intéressé. Et il faut reconnaître que il n'y a jamais eu de réponse très claire sur ce point-là. Peut-être l'effet, vous savez ce que c'est, l'effet du prof qui sait tellement bien faire qu'il sait plus apprendre, qu'il sait plus expliquer. Ça, c'est moi par exemple quand je dois apprendre, je sais pas, moi je joue un peu de guitare, je suis pas très bon, mais j'ai un peu de technique. Et quand je suis pas très pédagogue, alors quand j'essaye d'apprendre, bah, ça me paraît tellement facile que j'apprends pas bien, que j'explique pas bien. Parce que pour moi, tu mets tes doigts et ça fait un la, et tu mets tes doigts, ça fait un sol, et puis on n'en parle plus. Et en fait, vous voyez que la personne en face est incapable de maîtriser ses propres doigts, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce syndrome-là, qui est intéressant, du professeur qui est finalement tellement avancé dans son sujet que quand on lui demande d'expliquer comment il fait, il est finalement bien embêté. Et alors, ça s'arrange là en ce moment, parce que c'est vrai qu'il donne pas mal de pistes intéressantes. Bon, pour résumer, ce que j'ai compris de sa façon d'expliquer la technique pure, vraiment la technique de sortie de corps, hein, lui, si vous voulez, il rejette pas les techniques actives que vous pouvez trouver très facilement hein, sur Internet. Vous avez le vélo, alors le VELO. Vous rechercherez la définition, c'est un acronyme anglais qui m'échappe là sur le moment, hein, pardonnez-moi. En gros, ça nécessite de faire circuler sa propre énergie. En fait, quand vous savez, quand vous mettez votre conscience dans votre tête, enfin, c'est-à-dire quand vous ressentez votre tête, ça fait un effet, ça fait quelque chose. En fait, c'est l'énergie, le corps énergétique. La tête se met à vibrer différemment que le reste. Vous essayerez hein, de votre côté, c'est très net, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué du tout à faire. Quand vous êtes bien relaxé, évidemment, il faut faire une petite séance, hein. Faut se poser, se relaxer, etc. Et puis, quand vous avez une respiration naturelle, quand tout ça est bien réglé, vous êtes bien, vous pensez c'est pas que vous pensez, hein, c'est que vous ressentez très fort votre tête. Et puis, vous allez voir que très vite, votre tête, vous allez avoir une forme de chaleur, démangeaison, alors difficile à décrire et sans doute un peu différente pour chacun. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que votre tête, votre conscience se porte sur votre tête. Bon, ça c'est une chose. Je dis votre tête, mais vous commencez par vos pieds, c'est la même chose. Parfois, on a plus de mal avec l'un ou l'autre. Et puis, cette fameuse conscience, si vous la descendez vers les épaules, c'est-à-dire que vous passez de la tête aux épaules, et puis vous descendez jusqu'en bas, les jambes, les genoux, les pieds, et après vous remontez. Et ça, c'est un exercice qui s'appelle le vélo, qui se fait au bout d'un moment très vite, et qui, soi-disant, fait chauffer la colle, c'est-à-dire ça décroche le corps énergétique du corps matériel. Ou en tout cas, ça aide. Donc ça, par exemple, Mark Coburn va être OK avec ça. Il rejette pas du tout cette méthode-là. Mais il va quand même vous dire, oui, mais ça reste une méthode de contournage. Pardon. De contournement. Lol. C'est pas une méthode directe, vous voyez. Pour lui, la bonne méthode, en fait, c'est une non-méthode. Si j'ai bien compris, encore une fois. Une non-méthode, ça veut dire je m'allonge, ou je m'assois d'ailleurs confortablement, sinon on n'est pas forcé d'être allongé. Hein. Je m'installe confortablement pour pas qu'il y ait de tension, évidemment, c'est la base. Je respire normalement, pas besoin de faire des grandes manœuvres de respiration, des choses très complexes et tout. Hein. Je respire normalement.
Je ferme les yeux, je regarde derrière mes yeux, pas de problème. Et je centre, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, hein, c'est une des dernières vidéos qu'il a fait où il explique ça, et franchement, moi, de mon point de vue, ça fonctionne très très bien, ça a des effets. Je suis au centre de ma conscience, de mon attention, mais encore une fois, c'est une attention flottante, c'est pas une attention forcée du front, c'est une présence. Je suis présent au centre. Et cette présence, elle va être attirée par les pensées, par le mental, comme une planète, une petite planète est attirée par une grosse planète, vous voyez. Donc vous allez voir, hein, vous êtes conscient, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes au milieu, vous êtes au centre. Et quand vos pensées commencent à attirer votre conscience, vous allez voir, votre conscience, elle se décale. Alors pour ma part, je le visualise vers la droite. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai des témoignages qui rejoignent ce que je vous dis. Manifestement, les pensées mentales se situent plutôt sur la droite. Bon, ça c'est un truc peut-être neurologique d'ailleurs, j'en sais rien, mais peu importe. Et hop, et du coup, quand les pensées commencent à revenir, c'est pas des pensées qui envahissent votre tête, etc. C'est simplement une boule de pensée qui est sur votre droite, qui est invisible, mais qui attire votre conscience vers la droite. Donc votre seul réflexe, c'est de recentrer, c'est de vous recentrer, c'est de recentrer votre attention au milieu, au centre. D'accord ? Et quand vous allez être pris non pas par les pensées, mais par l'inconscience, c'est-à-dire glisser vers le sommeil, l'inconscience finalement, eh ben on va le voir de l'autre côté, on va le voir à gauche. Donc votre conscience va tomber un peu. Alors sur le coup, évidemment, il y a toujours ce petit moment où justement la conscience s'abaisse. Donc là, c'est là qu'on se rend compte que je glisse, hop, je reviens, je suis conscient, je suis présent. Encore une fois. Hein. Et donc ça fait la navette entre pensée mentale et inconscience. Et nous, notre exercice, et je vous dis pas que vous allez faire cet exercice du premier coup, tenir longtemps et avoir une efficacité de 100%, parce que déjà c'est pas le but, ça il faut bien se le dire, mais je vous garantis que c'est un truc de fou, c'est super impressionnant, parce que tous ces moments où vous allez être centré au milieu et sans pensée mentale, et sans glisser vers l'inconscience, et c'est cette conscience-là, c'est cet état-là spécifiquement qui est votre conscience. Vous êtes cette conscience-là observatrice, d'accord ? Et quand si vous avez cette chance de réussir une sortie, ou moi je vais vous dire, ou même un rêve lucide super cool, hein, c'est pas perdu, hein, c'est trop bien. Vous allez expérimenter des trucs géniaux. Juste, ce qui va se passer, c'est que vous allez être exactement cet état de conscience-là, la présence centrée. Et d'ailleurs, même dans un rêve lucide, je vous en avais raconté un dans un épisode précédent avec la plage, etc. Et même quand vous vivez ce rêve lucide, vous avez ce même mécanisme qui vous attire soit vers les pensées mentales, soit vers l'inconscience. Et c'est pareil, et à force d'entraîner votre conscience, finalement, votre présence à être au centre et à ne pas subir l'attraction ni d'un côté ni de l'autre, vous allez pouvoir maintenir cette conscience-là pendant les événements, soit de rêve lucide, soit de sortir hors du corps. Alors là, on touche un point un peu technique. Marc Oburn considère que un rêve lucide, ça n'existe pas. Alors pareil, c'est un peu son côté très franco, quoi. Ça y va franc. Voilà, lui il considère non, rêve lucide, c'est un oxymore, rêve et lucide, ça peut pas exister en même temps. Alors je sais pas trop quoi faire avec ça, parce que malgré tout, un rêve lucide, vous êtes lucide, comme dans la vie matérielle, voire plus, très observateur, vous êtes là, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous rêvez, vous vous souvenez, dans mon rêve lucide que j'avais fait, je m'entendais ronfler derrière moi. Donc j'avais mon corps derrière moi qui dormait, et j'en étais bien conscient. Mais ça ne m'empêchait pas d'être dans une réalité complètement parallèle, et complètement réelle, parce que le toucher, la vue, l'odorat, tout est là, même la gravité, même si j'avais un léger contrôle dessus.
Tout est là. Donc, si vous voulez, c'est une expérience qui relève de la même intensité que l'expérience de la vie normale, réelle et habituelle. Et peut-être même plus, parce que dans la vie habituelle, on est tout le temps en train de rêvasser. On expérimente assez peu de choses finalement. Là, quand vous êtes dans cette expérience-là, vous expérimentez chaque seconde de cette expérience. Mis à part, évidemment, quand votre attention, quand votre conscience tend un peu vers l'inconscience ou vers la pensée mentale, oui, c'est vrai. Il y a des moments comme ça, comme dans les rêves en fait. Comme dans les rêves, des fois, il y a des trous, il y a des moments, il y a des transitions qui manquent, des choses comme ça. On sait que là, il y a eu une baisse de conscience, clairement. Et puis elle est revenue, c'est ça qui est intéressant. C'est pas de la tenir forcément tout le long, parce que idéalement c'est ce qu'il faudrait, mais c'est de se rendre compte que je suis revenu, quoi. Et donc c'est ce fameux réflexe de recentrage de l'attention, d'accord ? Je crois, alors moi c'est quelque chose que je faisais un peu instinctivement, et quand je l'ai entendu parler dans une de ses dernières interventions, je crois que c'est les mathématiques de la conscience, quelque chose comme ça qui est sur sa chaîne. Si ça vous intéresse, vous allez voir. Moi je l'ai compris comme ça. Après peut-être que j'ai rien compris et que je vous rapporte ces paroles un peu déformées. C'est pas très grave, parce que moi, comme lui, je vous dis aussi ce que j'expérimente, je vous dis aussi ce que j'en pense sur du vécu, d'accord ? Donc c'est important. Et vous-même, vous verrez que quand vous allez faire vos expériences, vous aurez sûrement des points de divergence, vous aurez sûrement des interprétations qui seront un petit peu à côté de ce qui a été dit par d'autres. Pour moi, c'est pas un problème du tout, au contraire, ça veut dire qu'on a une individualité, que oui, il y a des points d'accroche qui sont, je crois, communs, parce qu'on fait partie de la même espèce, qu'on est relativement foutus pareil, tous autant qu'on est quand même, et que, voilà, on est tous... Moi, je le crois, et ça reste peut-être une croyance, mais qu'on est tous un peu des fragments de la même conscience éparpillés, vous voyez, donc, bon... Évidemment qu'on va vivre des choses qui sont communes, sur des règles communes, comme on vit dans la réalité avec la gravité commune, des choses, comme je disais tout à l'heure, un inconscient qui est quand même commun, je pense, à tous les humains, ou presque, sauf les gens très illuminés. Donc faites vos expériences, et puis si vous arrivez à faire cette fameuse... Alors cette méthode, mais c'est pas une méthode, c'est une non-méthode, d'accord ? C'est plutôt une façon d'être dans l'expérience, être au centre et faire très attention aux effets de gravité. Droite, pensée mentale, gauche, inconscience. C'est juste ça. C'est pas réellement une technique, c'est simplement une façon de faire l'exercice. Si vous faites l'exercice avec les yeux révulsés comme quand vous allez dormir, parce que vous êtes fatigué, vous allez dormir. Si vous faites l'exercice par exemple en faisant de la visualisation, clairement, donc en visualisant des endroits, des choses comme ça, par expérience, je vais vous dire une chose, vous allez pioncer. En fait, le rêve va vous rattraper, l'hypnagogie va vous rattraper, et votre conscience, elle va finir par sauter. Mais c'est pas grave en soi, vous allez bien roupiller, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut faire ces expériences un peu particulières alors, moi je vous le dis, un rêve lucide ou sortie de corps, pour moi, on est quand même sur des phénomènes qui sont très très proches, mais je peux me tromper, Après tout, des rêves lucides, j'en ai fait énormément. Des sorties de corps, j'ai réussi plus ou moins 2 fois, et encore, est-ce que je suis réellement sûr que c'était vraiment des sorties de corps ? Non. Donc, voilà, moi je vous donne un point de vue de béotien, quasiment de béotien, d'accord ? Donc prenez pas ça pour argent comptant non plus. Je suis pas un grand voyageur, comme dit Mark Oburn. Et je m'en fous d'ailleurs, c'est pas grave, si je dois l'être, je le serai. Si je dois pas l'être, je le serai dans une autre vie, y a pas de problème, je le serai après. Là-dessus, s'enlever toute forme de pression est une bonne chose, parce que c'est ça qui va vous faire justement... Alors là, je finis sur ce point-là, parce que c'est très important. Alors, j'aurais vraiment pas dit grand-chose sur Mark Oburn, parce que c'est très vaste, tout ce qu'il raconte, mais une chose très importante, c'est justement cette fameuse... alors,
Je vais essayer de vous expliquer ça bien. Comment faire la différence entre une reconstruction de ce qu'on va appeler souvenir écran en psychologie, en général en psychanalyse. Souvenir écran, c'est vraiment un souvenir, quelque chose dont vous vous souvenez, donc par définition vous allez dire oui, ça s'est passé comme ça, et souvent c'est des souvenirs d'enfance, de petite enfance, qui sont en réalité des souvenirs écrans, c'est-à-dire des fabrications théâtralisées sur les mêmes mécanismes que le rêve, pour faire écran à justement une mémoire douloureuse, un traumatisme, des choses comme ça. Oui. Donc comment faire la distinction quand on vit des expériences comme ça entre le fait de réellement rapporter une expérience telle qu'elle a été vécue et finalement un souvenir écran, une sorte de reconstruction un peu dissociative, bizarroïde. Après tout, le cerveau a des voies parfois impénétrables, il faut pas se le cacher. C'est difficile de faire cette distinction-là, mais finalement, on aura mieux fait de ne pas la faire la plupart du temps. Encore une fois, c'est comme si vous dites, ok, j'ai fait ce rêve-là, je rapporte ce rêve-là, je m'en souviens très bien, c'était un rêve où il y avait ci, il y avait ça, il y avait j'étais dans ce décor-là, il y avait ces gens-là, j'avais cette conversation avec ces gens-là, etc. Puis à un moment, j'ai été triste dans le rêve et j'ai eu peur, et puis au bout d'un moment, ça s'est fini. Et puis, est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que ce rêve a une valeur ? C'est-à-dire, je reviens un peu sur ce que je disais au tout début, je fais une boucle. Est-ce que ma vie intérieure a la moindre valeur ? C'est une très grande question. Et est-ce qu'on peut la considérer, cette vie parallèle, comme faisant partie intégrante de notre vie, tout simplement ? Alors, vous vous doutez bien que ma réponse est oui. Et qu'on a l'habitude, en règle générale, dans nos sociétés rationalistes très comment vous dire, assez peu spiritualistes, on va dire, de mettre ça de côté. Dire, c'est qu'un rêve. Voilà, c'est qu'un rêve. Ou comme disent les neuroscientifiques, ce ne sont que des impulsions aléatoires biochimiques dans le cerveau qui viennent former des images aléatoires, mais finalement qui n'ont aucun sens et qui doivent être rejetées puisqu'elles sont parfaitement subjectives. Comme dit Houssen, coucher à la niche. Ça, on veut pas. Ça moi, c'est un discours vraiment qui me plaît pas. Non, c'est expérimenté, c'est vécu. Il y a de l'émotion, il y a de la symbolique, il y a de la narration, il y a plein de choses qui se passent, ne serait-ce que dans un rêve. Donc, ça a de la valeur. Donc, ça a été vécu, donc ça a été expérimenté. Donc, ça vaut le coup de se pencher dessus. Faites un journal de rêve et vous verrez qu'il y a une logique dans vos rêves. Il y a une logique et vous allez la trouver. C'est simplement que si vous n'essayez pas de faire un lien entre tous les rêves que vous faites, ça vous paraît toujours n'importe quoi, ça vous paraît toujours bordélique, aléatoire, tout ce que vous voulez. Mais vous verrez que quand vous allez faire votre journal, et d'ailleurs personnellement je suis l'enseignement de Franz Bardon là-dessus, vous regarderez Franz Bardon, c'était un mage du début du siècle extraordinaire qui a fait une sorte de manuel magique, entre guillemets, mais en fait oui, magique, parce que lui se considérait comme un magicien, qui consiste en premier lieu, dans les premières étapes de l'enseignement, à toujours tenir un journal de rêve systématiquement, comme ont pu le faire d'ailleurs les grands penseurs de la psychologie du début du XXe siècle. Freud a fait sa propre auto-analyse, Jung aussi, le livre rouge de Jung, c'est extraordinaire. Faites-le, soyez curieux de ça, regardez-le comme éventuellement quelque chose d'objectif, d'extérieur à vous, d'une vie que vous menez à côté de votre propre vie. Et vous verrez qu'il y a des patterns,
il y a des schémas, il y a des choses qui reviennent, il y a peut-être des gens qui reviennent dans vos rêves, toujours les mêmes, il y a peut-être des conversations que vous avez avec les gens dans ces rêves-là qui sont pas anodines, il y a des lieux qui vont revenir beaucoup dans vos rêves, souvent les mêmes lieux, d'accord ? C'est pas anodin non plus. Je vous dis pas que le lieu en lui-même dans la vie réelle a forcément un rôle dans votre vie, ou en tout cas il en a sûrement eu un, mais ces lieux-là ce lieu-là, s'il revient, c'est important. Faites ce travail-là, hein, vraiment, et vous verrez qu'en plus, en faisant le travail de rêve, et qui plus est d'analyse des rêves, hein, vous pouvez le faire facilement pour vous-même, et ben ça va vous faire d'autres rêves. C'est comme une roue. Ça vous amène, l'inconscient bouge, et vous allez encore plus rêver. Et ce qui est encore mieux avec ça, c'est que petit à petit, vous allez encore plus être conscient dans vos rêves du fait de rêver. Et là encore, hein, c'est pas anodin ce que je vous dis là, parce que dans les rêves, vous savez, vous pouvez faire une échelle de 1 à 5, hein, très facilement. 1, vous rêvez, vous êtes tellement inconscient dans votre rêve que vous ramenez quelques bribes d'éléments, quelques bribes émotionnelles, mais finalement le rêve s'estompe très vite. Bon, votre niveau de conscience dans ce rêve était extrêmement bas, vous en avez pas ramené grand-chose. Niveau 2, vous étiez un peu plus, un peu plus conscient, et vous êtes capable de ramener une grande partie d'éléments dans le rêve, mais dans le rêve, vous n'étiez pas conscient de rêver, d'accord ? Ça, c'est important. C'est le niveau 2, voilà. Vous avez subi votre rêve, mais vous vous en souvenez. Niveau 3, vous étiez conscient dans votre rêve que tout ce que vous viviez était bizarre, était étrange, était pas normal, mais pas jusqu'à vous dire, ok, je suis dans un rêve, d'accord. Ça c'est souvent, en fait, je crois, le plus fréquent. C'est qu'on rêve, on subit le rêve, mais niveau 3. On subit le rêve, mais pas assez pour se dire, je suis en train de rêver. Bon, c'est dommage, ça y était presque. Puis ensuite, vous allez faire des niveaux 4. C'est-à-dire que là, vous allez être dans votre rêve, et vous allez d'un coup vous dire, ça c'est tellement bizarre que je suis en train de rêver. Et là on commence à rigoler, là on commence à être dans quelque chose qui est réellement bizarre en fait, et super intéressant. C'est que là, vous allez vous dire dans votre rêve, aïe, je suis en train de rêver là. Bon, mais sans pour autant, niveau 4, sans pour autant prendre le contrôle, d'accord ? Simplement, vous savez que vous êtes en train de rêver, peut-être, moi ce qui m'arrive souvent quand je fais de ce type-là de rêve, c'est que j'envoie chier les gens qui sont là. Je leur dis, barre-toi, c'est un rêve, casse-toi, t'existes pas. Ils se barrent d'ailleurs, ils ne demandent pas leur reste. Et souvent ça nous réveille en fait, en tout cas au début. Ça nous réveille parce que le fait de comprendre qu'on est dans un rêve, il y a une excitation et quelque chose qui se réveille en nous, et boum, ça nous ramène souvent dans l'éveil. Vous avez sûrement fait des rêves de ce type-là. Ça, c'est le niveau 4. Et puis, le niveau 5, c'est le niveau dont je vous avais parlé la dernière fois sur la plage. C'est le niveau où vous êtes dans un monde parallèle avec votre conscience personnelle à 100%. Je ne veux pas vous dire à 150, ça n'existe pas, à 100%. Alors que dans la vie réelle, on est peut-être à 40-50. 100% de conscience dans un monde parallèle en sachant qu'on dort et qu'on rêve, et parfois même avec en recevant des bruits ou des choses qui se passent dans le monde normal, pendant qu'on rêve, par exemple un bruit, je vous dis, je m'entendais ronfler derrière moi. Ce qui signifie que je devais être, je sais pas, hein, je dis ça, j'en sais rien, mais je devais logiquement être situé à 50 cm ou à 1 mètre au-dessus de mon corps allongé pour pouvoir entendre mon corps ronfler un peu derrière moi, vous voyez. C'est fascinant. Et tout en vivant des trucs de type réel, toucher des choses, marcher, avoir toutes les sensations que vous avez dans la vie normale. Ça, c'est le niveau 5. Et ça, c'est quelque chose. Et alors après, chez Mark Coburn, il y a la description du niveau 6. C'est le moment où justement vous avez compris que vous êtes dans le rêve, vous savez que vous rêvez, vous êtes parfaitement lucide. Donc, d'après Mark Coburn, si on suit sa logique,
c'est plus un rêve, puisque vous êtes lucide, c'est plus un rêve, c'est autre chose. Et là, on va considérer que vous êtes dans une bulle de rêve, c'est-à-dire que vous êtes en réalité en sortie de corps. En réalité, vous êtes sorti de votre corps, vous êtes en balade, vous êtes ailleurs. Mais vous avez une bulle autour de vous, on dit bulle par raccourci, je ne connais pas la forme, mais cette bulle de rêve, c'est une bulle théâtralisée, avec un décor, avec des choses, des sensations, etc. Et l'idée ultime, c'est de percer cette bulle, de la faire disparaître, finalement, volontairement, pour là se retrouver dans l'état pur de conscience hors de son corps. Et là, c'est la méthode, alors je ne sais plus si c'est ça la méthode indirecte, du coup, puisqu'on passe par le rêve pour se redevenir conscient et faire péter la bulle, et là, se retrouver hors de son corps, dans le vrai monde. Mais dans le vrai monde énergétique, par contre. Et ça, c'est encore autre chose. Et là, je vous inviterai à aller voir un peu la description de ces fameux mondes énergétiques, qui est un monde matériel très proche du nôtre, mais simplement, monde énergétique, une autre vibration, une autre façon pour la matière d'exister, très proche de la nôtre, mais différente, et donc avec ses propres règles, etc. Vous voyez, bon, je déroule pas là-dessus, parce que ça me prendra encore une heure, je laisserai vous renseigner là-dessus. Ça serait ce qu'on pourrait dire l'étape 6 sur 5, c'est vous dépasser le 5 sur 5 pour arriver encore ailleurs, et après, on peut peut-être envisager l'étape 7, c'est les mondes supérieurs, encore mieux. Mais ça, moi, je n'ai fait qu'en entendre parler, parce que les mondes supérieurs, personnellement, je n'y suis jamais allé, j'aimerais beaucoup y aller, mais chacun son rythme, chacun... à chaque fois que je dis chacun son chemin, les gens de ma génération auront un petit sourire, mais peu importe. Peut-être que notre ami Tonton David nous écoute, sait-on jamais. On le salue, bien sûr, chacun sa route, chacun son chemin. J'espère qu'en tout cas, vous voyez, là, ce que je vous ai fait là, c'était pas un réel portrait de Mark Coburn, parce que vous avez toutes les infos, vous allez voir ce qu'il dit, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends simplement des points d'intérêt de moi, ce qui m'a accroché dans tout ce qu'il dit, parce qu'il en dit, attention, c'est vaste comme sujet. Et comme d'habitude, je pars un peu sur ces points-là, et je vais à droite, je vais à gauche, je vous perds complètement, j'ai bien conscience que ma démarche est un peu chaotique, et c'est comme ça, c'est pas grave, j'assume parfaitement. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs, parce que ça change un petit peu de la forme. Vous savez, il y a beaucoup, ces temps-ci, sans vouloir critiquer, mais il y a énormément de podcasteurs qui génèrent leurs textes par intelligence artificielle, et qui d'ailleurs, parfois c'est bien fait, donc on n'est pas sûr, mais qui d'ailleurs font raconter ce texte par intelligence artificielle, et puis qui après mettent des diaporamas d'images faits par intelligence artificielle. Ça se fait beaucoup, je vois qu'ils ont pas mal de vues, alors évidemment je suis très jaloux, je ne veux pas vous le cacher, je déconne, je m'en fous, mais moi j'ai pas envie de faire ça, je suis pas en croisade contre le progrès, contre l'IA, etc. Il y a plein de choses intéressantes à en faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Après tout, Skynet nous tuera tous, et l'apocalypse se fera par Skynet, donc peu importe, on s'en fout, ça nous dépasse, on n'y peut rien. Mais disons que mon contenu, moi je le veux plus humain, plus naturel, plein de défauts, plein de flottements. Des fois je pars sur une idée, je l'oublie immédiatement et je pars sur autre chose. Donc voilà, c'est normal, si vous êtes toujours là, c'est que, après tout, ça peut vous convenir. Je vais essayer de poster un peu plus souvent, là, parce que ça fait un petit moment que j'avais rien fait. La vie fait que le temps passe vite, et que parfois on n'a pas l'opportunité, et puis des fois on n'a pas l'envie non plus de se mettre une heure devant le micro pour raconter des choses, parce que c'est un exercice qui est pas évident, c'est un exercice qui est un peu nouveau pour moi, je vous le cache pas. Que j'aime bien, mais que j'ai pas envie de faire trop souvent non plus, d'accord. Puis pour ma chaîne, j'ai pas d'ambition. J'ai actuellement 68 abonnés,
Et j'en suis très fier, voilà, et je suis pas certain que ça aille plus haut, mais qu'est-ce que je m'en fous. En tout cas, pour les 68 abonnés qui suivent ma chaîne, je ne sais pas si vous suivez encore ma chaîne, mais bref, pour ceux qui suivent la chaîne, eh ben, je vous remercie infiniment. Encore une fois, si vous voulez participer à ces réflexions, eh ben, les commentaires sont là pour ça, hein, vous y allez. Si vous avez des conseils ou je sais pas, des questions surtout, si je peux y répondre, j'y réponds évidemment. Si vous voulez des références, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à écrire. Et si vous avez adoré ce podcast, eh ben, faites-le savoir en mettant dans votre commentaire le mot... qu'est-ce qu'on peut prendre comme mot ? Vous savez, j'ai vu ça l'autre fois, ça m'a fait marrer. Il y a des youtubeurs comme ça qui disent si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez le mot Wistiti. C'est marrant ça. Alors que les mecs font des vidéos qui durent 12 minutes. Hein. Donc si vous voulez, les mecs sont conscients qu'une vidéo de 12 minutes ne va pas être vue jusqu'au bout. Vous imaginez la capacité de concentration des gens aujourd'hui. 12 minutes, le mec se dit « Oulala, c'est un peu long, j'ai dépassé les 10 minutes, je vais quand même regarder si les mecs vont jusqu'au bout. » Non mais c'est un truc de fou. Bon là je suis à 1 heure, 1 minute et 36 secondes. S'il y en a deux qui sont restés jusqu'au bout, vous mettez dans votre commentaire le mot Wistiti, tout simplement. Allez, des bisous, faites de beaux voyages, et je vous dis à très bientôt les voyageurs. Salut!